Et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle masterclass de l'opération Milliard, la sixième du nom, qui aujourd'hui va traiter des questions de l'épargne et de la transition juste. Donc, on a aujourd'hui un programme spécial et donc pour ce faire, un invité spécial qui va nous faire une introduction. Donc, j'ai l'honneur euh, de vous d'accueillir Bastien Sibyl, qui est le président de l'Opération Milliard. Est-ce que Bastien, tu nous reçois? Oui, carrément. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Merci, la parole est Super. à toi. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là ce soir. Je vois cette photo à l'écran et je me dis que si je ne veux pas avoir une forme d'accusation du prix sur la marchandise, il faudrait peut-être que je la mette un peu à jour, car c'est quand même il y a quelques années. Bref, écoutez, donc on est là aujourd'hui pour vous restituer nos travaux sur les désirs d'épargne affectés à la transition écologique juste, des travaux très importants pour nous. Je vais en dire juste quelques mots en introduction. Comme vous le savez, l'opération Millard vise à répondre aux besoins de financement d'un ensemble d'acteurs de la transition juste qui, pour des raisons qu'on a très largement développées ces derniers mois, donc je ne reviens pas dessus, se trouvent en difficulté de financement. L'opération Millard s'est mise en mouvement il y a 18 mois. Nous avions plusieurs axes de travail, à la fois sur des questions organisationnelles, et donc ça, je ne vous en fais pas mention, mais pour que le mouvement puisse exister, et aujourd'hui, il y a près de 3000 personnes qui sont impliquées, bah, ça demande une machine qui a été mise en place, mais il y avait des travaux de fond très importants. Ces travaux, quels sont-ils? C'est des travaux autour de notre récit commun. Ce sont des travaux autour des niveaux territoriaux qu'il faut que nous adressions dans les besoins de financement de la transition juste. Et ce sont bien sûr des travaux sur les besoins de financement des acteurs eux-mêmes. Et vous avez sans doute entendu parler du grand recueil que nous avons lancé, exécuté et à l'analyse desquels nous avons procédé. Donc ça, ce sont les trois travaux. Et le quatrième, qui est celui réuni aujourd'hui, concerne les désirs d'épargne des gens qui souhaitent affecter une partie de leur épargne aux questions de transition écologique juste. Ces travaux-là, d'abord, dans leur ensemble, dessinent une position euh, qui est tout à fait passionnante. On est en train de travailler à leur synthèse et sincèrement, la qualité générale de l'ensemble est tout à fait enthousiasmante. Et au sein de ça, la question qui nous occupe ce soir, qui est celle de la mobilisation d'épargne privée pour ces questions de transition, est singulièrement centrale. Pour deux raisons. D'abord parce que l'épargne privée est extrêmement conséquente en France. Et donc, il y a là une source, un gisement de capitaux mobilisables qui est tout à fait conséquent. Et pas plus tard qu'hier, le gouverneur de la Banque de France, François Vivant Gallo, en marge du sommet de Davos, a fait lui-même mention de une mobilisation de cette épargne privée qui, lui, a ciblé les 300 milliards qui vont vers les États-Unis d'Amérique et qui échappent donc à l'investissement en France. Bon, c'est dans le contexte électoral américain que vous connaissez, donc il a ciblé qu'une poche de cette épargne, mais cette épargne est évidemment beaucoup plus vaste et ça vous sera présenté dans quelques instants. La deuxième raison pour laquelle la question de l'épargne, la mobilisation de l'épargne privée et citoyenne est centrale pour nous, particulièrement à l'opération MIA, c'est que l'opération Milliard est une opération qui va s'appuyer sur différents étages financiers. Il va y avoir des étages institutionnels et l'amorce, la première flamme, doit être, selon nous, une flamme citoyenne. Euh, euh, Pourquoi? D'abord parce que l'origine de la position que nous occupons est une origine proche de la citoyenneté économique, c'est-à-dire que ce sont des acteurs, et c'est ce qui fait l'intérêt de notre démarche, c'est que pour la première fois, ce sont les acteurs qui sont eux-mêmes la cible du financement, qui s'unissent pour dire
quelles sont les bonnes conditions d'accès à ces financements. Donc, c'est l'intérêt de la démarche, que ça soit initié par les acteurs eux-mêmes. Puis la deuxième chose, c'est que nous pensons que les mécanismes d'affectation des fonds milliards, les mécanismes d'affectation des fonds destinés à la transition écologique juste doivent donner une place centrale à une forme de démocratie territoriale dans l'affectation des fonds. Et donc le fait qu'on commence par mobiliser une épargne privée nous permet aussi de garantir que les gens qui émettront cette épargne, les citoyens et citoyennes qui confieront une partie de leur épargne à l'opération milliard, constituent ce cœur démocratique de l'ensemble de l'opération. Voilà, c'est pour ça que toutes nos masterclass sont évidemment très importantes, mais celle de ce soir l'est singulièrement. Je passe tout de suite la parole, mais je voulais quand même, dans ces quelques mots introductifs, remercier Patrick Sapie d'être avec nous, faire accumuler à travers les années une expertise sur la finance solidaire qui est absolument remarquable. Je dis solidaire, mais la finance à impact de façon plus générale. Je lui fais un clin d'œil parce que j'ai passé mes vacances entre le 25 décembre et le 1er janvier à lire les rapports non pas les rapports moraux annuels, mais les panoramas qui sont émis chaque année et que j'ai trouvé une source très intéressante et très inspirante. Donc merci pour les travaux réalisés par FAIRE à travers toutes ces années et merci d'être avec nous ce soir. Et puis bien sûr merci aux personnes qui maintenant vont œuvrer, c'est-à-dire Damien et non pas dans l'ombre, puisqu'elle est toujours sous les projecteurs, mais Violaine, pour l'organisation de ce moment. Et voilà, et j'ai hâte de suivre avec vous la restitution de ces travaux et vos prochains débats. Merci Bastien d'avoir bien lancé cette masterclass. Sans plus attendre, on va passer à la suite avec Damien Tardieu, qui est le copilote du groupe sur les épargnants et les financeurs, et qui va nous donner la restitution de l'enquête épargnant menée par l'opération Milliard. Damien, c'est à toi. Merci Pierre, merci Bastien pour cette introduction. Donc, je suis Damien Tardieu, le copilote du groupe sur le financement de l'opération Milliard. Je vais vous présenter ici une restitution de l'enquête épargnant que nous avons effectuée l'année dernière. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée en ligne du 17 octobre au 3 décembre 2024. Le but de cette enquête est de mieux comprendre les comportements, les attentes en termes d'épargne des Français quant à la transition juste, et tout ça évidemment pour nous permettre de mieux designer, de mieux dimensionner les fonds que nous allons créer dans l'opération Milliard. Ce questionnaire contenait 27 questions et nous avons obtenu 1130 réponses complètes. Alors, en ce qui concerne l'échantillon de 1130 répondants, il était plutôt biaisé du fait que de notre méthode de diffusion, sur LinkedIn en particulier et dans nos réseaux personnels, ce qui nous donne un échantillon de gens plutôt proche du mouvement. Alors, en termes de genre, c'est bien équilibré, à peu près 50-50. En revanche, on a un biais vers les personnes entre 25 et 44 ans. Et on a aussi un biais vers des répondants qui ont une épargne supérieure au niveau de patrimoine moyen des Français, tel que décrit dans une étude de l'AMF de 2023. Donc voilà, on a des gens plutôt plus jeunes et avec plus d'épargne. Un premier enseignement de cette enquête qui était un peu attendu, qui est dans d'autres études, c'est que plus le patrimoine augmente, plus les épargnants ont tendance à diversifier les supports d'épargne. Donc, en commençant, quand on a une épargne plus faible, on a plutôt des livrets. Et ensuite, quand ça augmente, on a aussi des livrets, mais plusieurs autres types de placements, des investissements directs dans des parts sociales, dans des actions, des placements dans l'assurance vie, etc., etc.
Un point intéressant, c'est que 80% de nos répondants ont un livret, que ce soit A ou LDD, ou un plan d'épargne logement. Alors, une question vraiment importante pour nous, c'était de comprendre combien de personnes ont déjà ont déjà pris des mesures pour rendre leur épargne plus durable, au sens durable socialement ou écologiquement, et de savoir combien ne l'avaient pas fait. Donc, dans notre panel, on a 64% des gens qui ont déjà pris des mesures pour rendre leur épargne plus durable, c'est beaucoup. 6% qui n'ont jamais essayé, et au milieu, cet ensemble de gens qui nous intéressent particulièrement sont ceux qui ont voulu rendre leur épargne plus durable, mais ne l'ont pas fait. Et par la suite, on va voir pourquoi. Alors, dans ceux qui l'ont déjà fait, donc, les 64%, qu'est-ce qu'ils ont mis, où est-ce qu'ils ont mis leur épargne plus durable? Bon, majoritairement dans un livret développement durable. Et ensuite, on voit là un gros biais de l'étude, mais c'est comme ça. Beaucoup de nos répondants ont des parts sociales, pardon, dans des acteurs de la transition juste. Alors, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de biais, mais malgré tous ces biais, on a eu quand même beaucoup d'enseignements dans cette enquête que l'on peut utiliser. Alors, parmi les épargnants qui veulent rendre leur épargne plus durable, mais qui ne l'ont pas fait, pourquoi ne l'ont-ils pas fait encore? Eh bien, premièrement, première raison, ces placements sont difficiles à trouver et leur banque ne les propose pas. Ça, c'est 65% des répondants. Ensuite, la composition des placements n'est pas transparente. En troisième position, les placements financent des organisations que les répondants ne considèrent pas durables. Et enfin, petite surprise, en tout cas pour ma part, seulement un tiers considère que les rendements ne sont pas assez importants. Mais alors, qu'est-ce que désirent ces épargnants qui n'ont pas encore, qui souhaitent rendre leur épargne plus durable? C'était un des points importants de l'étude aussi, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait apporter à l'environnement financier actuel. Un premier point de l'étude qui a été comme une surprise un peu pour nous, c'est qu'une majorité, 57% des répondants, ne sont pas spécialement attachés à l'échelon de l'investissement. C'était une hypothèse forte dans notre équipe de se dire que les épargnants souhaiteraient épargner plutôt localement. C'était une question fermée où il y avait plusieurs choix. Investir dans des organisations, dans le bassin de vie, dans la région, dans le pays. Et quatrième réponse, ça m'est égal, et c'est ce que les gens ont choisi en majorité. Ils accordent un grand attachement à la sécurité des placements et ils souhaitent un rendement au moins égal à l'inflation. Donc, pour aller plus loin dans cette question des rendements et de la sécurité, on voit qu'une très grande majorité, donc 52 plus 26% des répondants, attendent un rendement au moins égal à l'inflation. Et qui sont aussi 62% à n'être pas prêts à perdre une partie de l'épargne, donc à souhaiter un maximum de sécurité. Dans cette préférence rendement ou sécurité, il y a un biais de genre et un biais de patrimoine. Donc, les hommes ont tendance à privilégier le rendement sur la sécurité et les femmes l'inverse. De même, pour les patrimoines plus élevés, qui ont tendance à privilégier le rendement sur la sécurité. Maintenant, si on devait décrire un fonds, un livret que créerait le mouvement, à quoi il devrait ressembler? D'abord, les répondants sont prêts à s'investir personnellement dans le fonds. Donc, parmi les 33% qui sont prêts à s'investir, 69 souhaitent s'engager dans la gouvernance, 60% dans le mentoring des projets et un peu moins, 46%,
dans le sourcing des projets. Ensuite, un point très important pour nos répondants, c'est la gouvernance démocratique des projets. 80% souhaitent une gouvernance démocratique des projets. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, l'échelon est moins important qu'on ne le pensait. Et enfin, une écrasante majorité, 84%, souhaitent que leur argent milite. Ensuite, il y avait pour nous cette question des dons. Quelle part de l'épargne, donc quelle part de ce qu'on met de côté, les répondants sont, pas quelle part, mais combien de répondants sont prêts à donner une partie de leur épargne chaque année. Donc ça, on voit qu'il y a quand même une très grande partie, toujours autour de 60%, que ça décroît avec l'âge et avec le revenu. Bon, ça, c'est difficile à interpréter. Est-ce que c'est du fait que les gens avec plus de patrimoine ou plus âgés font déjà des dons par ailleurs ? Je ne sais pas. Mais ça répond plutôt à la question de savoir si les gens sont prêts à donner une part de cette épargne. Et là, la réponse serait plutôt oui. Ensuite, on avait un point important, une question qui était ouverte, la question de l'impact. Comment mesurer l'impact des organisations que l'opération finance? Donc, question ouverte, ça veut dire que nous ne donnions aucune proposition et qu'il fallait écrire soi-même. Donc, une grande liberté dans les réponses, mais dans cette grande diversité de réponses, deux grands ensembles émergeaient de la création d'emplois et la pérennité de ces emplois, et d'un autre côté, l'empreinte carbone sous toutes ses formes. Ensuite, toute une série d'autres critères d'impact, par exemple la préservation de la biodiversité, le maintien du lien social, le salaire ou la réduction des inégalités. Pour contrebalancer un petit peu ça, mais pas vraiment, une partie des répondants pointait le risque de surcomplexifier l'ensemble pour obtenir des mesures d'impact. Ça se résume par cette citation ici, que je vais lire. La personne dit « Je crois que j'ai d'abord besoin de la certitude que mon épargne ne peut pas être drainée vers les industries extractives ni la spéculation. Et ensuite, j'ai envie de faire confiance à la gouvernance du fonds et à sa manière de sélectionner les projets à financer. Ça me gênerait que trop d'énergie, temps et ressources soient consacrés à démontrer, mesure à l'appui, que l'investissement a eu un impact. » Quelque part, ça c'est mon interprétation, ça signifie que l'impact doit être quelque part intégré, inhérent à la construction du projet de financement, qu'on ait confiance qu'il n'y ait pas toujours la tentative d'aller chercher du rendement à la place de l'impact. Alors, toutes ces réponses nous ont permis de créer des personas. Ces personas, nous allons les utiliser, elles vont être utilisées, elles vont être très utiles pour donner de la chair à cet ensemble de 1000 et quelques épargnants qui ont répondu aux questions et nous aider donc à aider le mouvement à créer, designer les fonds, à bien vérifier qu'on répond aux besoins des épargnants qui nous ont répondu. Je vais vous les décrire rapidement. La première, c'est Marie, 40 ans, chargée de communication dans l'ESS. Elle ne parvient pas à épargner très régulièrement. Pour elle, le rendement financier n'est pas une priorité et elle serait même prête à accepter un rendement nul. Mais elle accorde de l'importance à la sécurité de son placement. Elle pense que la gouvernance démocratique des projets est importante et que son argent doit militer. Une question importante pour le mouvement, c'est qu'est-ce qui lui manque dans l'épargne actuelle? Ce qui lui manque, c'est la garantie de sécurité, la transparence sur la sélection des projets et comprendre l'impact. À partir de ça, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Qu'est-ce que le mouvement pourrait proposer? Eh bien, par exemple, mais c'est des hypothèses pour l'instant, la possibilité de placer des petits montants régulièrement et une garantie sur tout ou partie de l'épargne placée. La deuxième persona, c'est Ali, 32 ans, ingénieur BTP. Il a une épargne conséquente qu'il a déjà placée dans des fonds. Il est prêt à prendre beaucoup de risques pour que son argent serve à financer des causes sociales et environnementales. Il est très impliqué, souhaite s'engager activement dans la gouvernance des fonds,
pour garantir un alignement avec les principes de la transition juste. L'impact local est une priorité pour lui, il est sociétaire de plusieurs coopératives. Qu'est-ce qui lui manque à lui? Eh ben, la possibilité de s'impliquer, de la visibilité sur l'échelon des impacts et enfin, comprendre l'impact de son épargne. Donc, pour répondre à ces questions, l'opération pourrait proposer et devra proposer des fonds à gouvernance démocratique, une très grande transparence sur les critères de sélection des projets et enfin, des comptes rendus sur la valeur sociale, environnementale et démocratique des organisations financées. Dernière persona, Christelle. Christelle, 65 ans, récemment à la retraite. Elle n'a pas encore rendu son épargne plus durable car sa banque ne lui a pas proposé et elle ne sait pas par où commencer. Elle attend un rendement au moins égal à l'inflation et la sécurité prime. Elle ne se définit pas spécialement comme militante, ne souhaite pas s'investir dans la gouvernance des fonds et l'échelon des investissements lui importe peu. Qu'est-ce qui manque à Christelle dans l'épargne actuelle? De l'information sur les manières de contribuer à la transition juste tout en ayant du rendement et une manière simple de contribuer à un monde meilleur. Quelles sont les solutions que nous pourrions proposer? Des fonds, des produits financiers dans lesquels elle n'est pas besoin de s'investir, elle n'est pas à se préoccuper de la gouvernance. Évidemment, aussi une garantie sur tout ou partie de ces investissements, un rendement au moins égal à l'inflation et probablement le plus important, que la banque de Christelle lui propose les produits du milliard. Voilà. Donc ça, c'est les trois personas qui nous aideront donc à mieux réfléchir sur les produits que l'opération va créer. Pour résumer tout ça, qu'est-ce que nous retenons de cette enquête pour la co-construction des fonds? D'abord, qu'il y a un grand besoin de sécurité, en particulier en contrepartie de plus faibles rendements, peut-être, mais ce n'est même pas sûr, mais en tout cas, grand besoin de sécurité. Pour ça, il faudra étudier la possibilité de garantie des fonds. Deuxièmement, un grand besoin de gouvernance démocratique des projets et de s'impliquer directement dans les fonds. Pour ça, les fonds devront mettre en place des mécanismes de participation des épargnants dans la gouvernance des fonds. Troisièmement, à l'opposé, quelque part, il existe toute une partie des répondants qui ne souhaitent pas s'investir, qui souhaitent confier leur argent sans avoir à s'impliquer. Pour eux, il faudra une très grande transparence sur les critères d'investissement pour leur permettre de confier l'argent au milliard en toute confiance. Enfin, une grande importance est apportée à la mesure de l'impact, tout en conservant une forme de simplicité de mesure. Il semblerait aussi que nous pouvons solliciter les épargnants sur des dons. Et enfin, il y a une grande partie, sûrement sous-représentée dans notre échantillon, qui n'est pas spécialement militante, qui ne souhaite pas que son argent milite, mais qui est pourtant consciente des crises environnementales et sociales. Pour eux, eh bien, ce sera principalement une communication, des outils pour avoir accès plus facilement aux produits du milliard et probablement des partenariats avec des labels, avec des banques pour distribuer les produits du milliard. Voilà, c'est tout pour la restitution. Avant de terminer, je voulais remercier, nous voulions collectivement remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du questionnaire et à cette restitution. Donc Julien, Marie-Charlotte, Jacques, Maxence, Pascal, Leïla, Alexandra, Benoît, Romain, Charles, Biran et évidemment Violaine. Et enfin, ensuite, remercier les organisations qui ont relayé le questionnaire dans leur réseau, la NEF, les Licornes, Common et Télécoop. Et enfin, je souhaite remercier Fer et Patrick Sapie d'être présents avec nous pour cette restitution. C'est terminé. Eh bien, merci Damien et on te remercie évidemment pour la qualité de cette restitution et de tout ce travail sur cette année. Donc, sans plus attendre, on va passer la parole à Monsieur Patrick Sapie, le CIO de Fer, qui nous fait la gentillesse d'être ici avec nous aujourd'hui.
Merci Pierre et bonjour à toutes et à toutes. Mais je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour aussi découvrir en fait les résultats de votre enquête épargnant qui sont quand même extrêmement intéressants. Alors, on a pris la décision avec Pierre, compte tenu du fait que vous avez déjà été abreuvé de nombreux slides. Je ne vais pas utiliser de slides pour ma présentation parce que moi, ce qui m'intéresse, je vais essayer de faire court, c'est plutôt l'échange entre vous et je pense que les masterclass, c'est aussi pour ça, c'est pour discuter et pas pour qu'il y ait des cours magistraux. Donc, je me présente très rapidement. Donc, moi, je m'appelle Patrick Sapie. Je suis donc le directeur général de FAIR, qui regroupe donc les acteurs de la finance à impact social. À peu près 160 adhérents aujourd'hui. Donc, peut-être pour la petite histoire, et je pense que c'est important de le rappeler, FAIR est issu de la fusion de deux associations qui est finalement assez récente puisqu'elle a eu lieu en 2021. Il y a une association historique qui est l'association Finansol, donc que vous connaissez peut-être pour les plus anciens d'entre vous. J'en ai repéré quelques-uns dans la salle. Donc, Finansol est l'acteur historique de la finance solidaire en France et a été fondé par quelques organisations de la société civile issues de l'économie sociale, en grande majorité, mais aussi beaucoup de banques mutualistes et coopératives. Et puis, il y a la deuxième association avec laquelle Finansol a fusionné, c'est l'Impact Investab, donc qui s'occupait plutôt des problématiques dès le début des années 2010 relatives à l'investissement à impact, dont on parlait de plus en plus dans notre pays, notamment suite au G8 de Londres, qui avait créé une task force pour mieux identifier en fait les canaux de l'investissement privé et de l'épargne privée pour financer des projets avec impact. Et donc, ces deux associations ont fusionné en 2021 pour en donner une seule qui s'appelle FAIR aujourd'hui, qui regroupe donc près 160 adhérents. Et dans ces adhérents, contrairement aux autres organisations qu'on peut trouver dans d'autres pays, alors nous, on est très curieux de ce qui se passe ailleurs, voir comment un peu les acteurs financiers travaillent ces questions d'épargne privée, d'investissement privé pour financer les questions de la transition. La caractéristique de FAIR, c'est qu'on regroupe à la fois des banques de réseau, qu'elles soient mutualistes, coopératives ou commerciales, d'ailleurs. Euh, Beaucoup de leurs filiales qui sont sociétés de gestion, donc qui collectent de l'épargne privée au travers de produits d'épargne différents. De nombreuses sociétés de gestion, donc plus petites aussi, donc qui là aussi sont financées soit par de l'épargne privée de particuliers, soit par des investissements institutionnels. Et puis, c'est une grande caractéristique de notre association. On a un nombre très important de structures issues de l'économie sociale et solidaire, dont beaucoup ouvrent leur capital en faisant appel à de l'épargne privée pour financer leurs actions, leur développement. Et puis, on a quelques ONG et associations. Lors de la présentation, vous avez mentionné le fait que quelques épargnants étaient sensibles à donner à des causes qui leur apportent une partie de leur épargne. Ces associations qui sont membres de FAIR, je peux citer Action contre la faim, Médecins du Monde, Aide, sont souvent bénéficiaires de produits d'épargne de partage, donc de dons faits par des épargnants individuels au travers des produits qu'ils détiennent. Voilà, donc 160 adhérents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de choses. En l'occurrence, historiquement, on mène beaucoup d'actions de communication et de sensibilisation, à la fois auprès du grand public, mais aussi auprès des professionnels, pour mieux faire connaître cette finance à impact social qui comprend à la fois la finance à impact et la finance solidaire. En gros, ce sont deux concepts différents qui se ressemblent quand même pas mal. C'est-à-dire que globalement, moi je dis toujours que ce sont deux finances qui ont le même objectif. Donc, financer plutôt des projets de la transition issus de l'économie sociale, mais pas forcément, en l'occurrence, et qui utilisent pour
chacun des concepts, des tuyaux différents, le tuyau de l'épargne individuelle pour la finance solidaire, le tuyau plutôt des institutionnels pour la finance à impact. Mais l'objectif est le même, c'est mobiliser de l'argent pour financer des projets qui ont de l'impact. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation, de communication. On organise une campagne chaque année au mois de novembre de la finance solidaire. On essaie de mieux faire se connaître ce concept auprès du grand public. On a un observatoire donc, qui collecte beaucoup de données et qui le restitue. Merci à Bastien pour le petit clin d'œil. Au travers de publications et études, on essaie de valoriser ces données-là qui sont très précieuses et qui nous donnent quand même quelques indicateurs sur la manière dont se comporte le marché aujourd'hui. Et puis, on gère un des 3 labels de finance durable. Donc ça, c'est important. On est aussi surtout connu pour ça. Parce qu'on gère donc le label Finansol, qui est le premier label en fait de finance durable qui a été créé en France, bien avant les 2 autres labels publics que sont le label ISR et le label Greenfin. Et c'est un label qu'on a développé successivement chaque année, qui s'est adapté en fait au marché, aux besoins des épargnants. On vient de faire une nouvelle révision du règlement là dernièrement. Et puis dernier point, on fait beaucoup de plaidoyer. En fait, et ça c'est assez historique avec la finance solidaire parce que la finance solidaire s'est développée dans notre pays avec les modifications réglementaires. Ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu l'histoire, c'est que cette histoire de la finance solidaire, c'est-à-dire la mobilisation de l'épargne privée pour financer des structures d'économie sociale, elle s'est faite parce qu'à un moment donné, les acteurs de la société civile, donc beaucoup d'acteurs de l'ESS, les acteurs financiers et les régulateurs se sont mis autour d'une table en disant comment on pourrait imaginer un cadre qui puisse fonctionner pour développer, me flécher de l'argent vers les structures de l'ESS. Et au plus on avançait dans des modifications réglementaires, au plus on a constaté en fait que les encours d'épargne solidaire et donc l'argent disponible pour financer la transition augmentait successivement. On reste une goutte d'eau. L'encours de la finance solidaire, pour prendre uniquement ce panel-là, ce volume-là, c'est 30 milliards d'euros. Bastien a mentionné François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Donc, la Banque de France sort chaque année un rapport sur l'épargne des Français. L'épargne des Français, c'est 6 000 milliards d'euros. Et c'est une épargne financière, donc ça ne prend pas en compte en fait le patrimoine immobilier des gens. Et donc, si on fait un petit rapport rapide, une petite règle 3, la finance solidaire, c'est 0,5% de l'épargne des Français. Enfin, on a conduit pas mal d'études en fait sur les épargnants, dont une qui a été éditée en 2014, donc elle commence à vieillir un peu et on est en train aussi avec le support de l'opération Milliard d'essayer de la remettre à jour. On a une thésarde qui a bien accepté bénévolement de travailler sur ce sujet-là pour nous, dans le cadre de sa thèse, c'est très clair. Mais on voudrait mettre à jour en fait cette étude sur les épargnants solidaires dont on estime le nombre en France entre 1 million et 2 millions. Voilà, la fourchette est très large parce que c'est assez difficile en fait de quantifier le nombre d'épargnants solidaires et de mieux connaître en fait les ressorts en fait qui les poussent à épargner. Enfin, dernier point, et puis peut-être qu'il faudra laisser la parole, je regarde le temps. On conduit avec France Active depuis 3 ans maintenant un sondage en fait sur les épargnants, alors qui ressemble beaucoup au vôtre. Alors il y a peut-être moins de biais puisque du coup on le conduit avec un institut de sondage. Donc, qui cale évidemment l'échantillon en fonction des caractéristiques de la population française, notamment effectivement la question de genre, l'âge, la région, les activités professionnelles et les tailles d'agglomération. Et quand on regarde les derniers, alors tout est disponible sur notre site, hein, vous pouvez retrouver tous ces éléments-là, et puis de toute façon, j'avais préparé une petite présentation qu'on vous enverra par la suite. Quels sont les grands critères en fait dans des épargnants dans le choix d'un produit d'épargne solidaire?
Et ça ressemble assez, assez bien à ce que vous avez mentionné. C'est d'abord la disponibilité du capital et la sécurité du capital, le rendement ensuite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, l'impact social et écologique de l'investissement arrive en dernier, mais parce qu'on est sur un échantillon plus général. C'est-à-dire que dans le choix d'un produit d'épargne, les gens regardent d'abord la disponibilité du capital. Est-ce que je peux récupérer mon capital à tout moment? Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'il soit bloqué. Deux, en fait, je veux que mon capital il soit sécurisé. Donc, ce qui évacue forcément un certain nombre de produits qui ne garantissent pas le capital. Trois, je veux quand même que ça me rapporte. Et puis quatre, si ça génère de l'impact social ou environnemental ou écologique, tant mieux. Voilà, je le résume à très fort, mais c'est un peu les enseignements qu'on a là. Deuxième enseignement, c'est quels sont les projets en fait les plus attractifs pour les épargnants. Donc, largement en premier, plus de la moitié, ce sont les projets qui répondent aux défis de la transition écologique. Ensuite, le lien social et la réduction des inégalités. Viennent ensuite la création d'emplois en faveur des personnes qui en sont les plus éloignées. Et puis, enfin, le développement économique des territoires. Voilà. Et dernier point, la rentabilité idéale pour un investissement dans un produit d'épargne solidaire. Alors, elle est assez diversifiée. On a très peu de long terme, donc plus de 8 ans, c'est 10%. On a un quart des épargnants qui nous disent moi, mon épargne, je suis prêt à la bloquer entre 0 et 3 ans, mais pas plus. Et puis un gros tiers entre 3 et 8 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un quart des épargnants qui nous disent en fait, peu importe, pourvu que l'investissement soit solidaire. Donc, c'est quand même très positif. Et le fait qu'il y ait une personne sur 4 d'un échantillon pas ciblé est moins biaisé, par exemple, que celui que vous avez utilisé, qui nous disent finalement, peu importe la durée du placement, moi, ce qui m'importe finalement, c'est que l'investissement est solidaire quand les épargnants font le choix d'un produit solidaire. Voilà, moi, je suis complètement ouvert à discuter. Il y a les questions de la rentabilité qu'on avait abordées dans le cadre de la préparation avec Pierre, des produits d'épargne solidaire qui sont quand même des produits d'épargne d'une manière générale, qui sont, je sais, une question difficile parce qu'en fait, souvent, pour ce qui relève de la finance solidaire, on a vécu sur beaucoup d'idées reçues qui ont fait détourner beaucoup d'épargnants en fait de l'épargne solidaire. L'idée reçue étant que l'épargne solidaire ne rapportait pas. Or, elle rapporte, en gros, elle rapporte selon le type de produit que vous avez choisi, selon la sécurité que vous choisissez, selon la disponibilité du capital que vous choisissez, selon évidemment les risques que vous êtes prêt à prendre sur votre produit d'épargne. Mais c'est évidemment un sujet qui, moi, m'intéresse parce que quand on dit rentabilité d'épargne, derrière, quand on suit toute la chaîne, il y a aussi en fait le retour sur investissement que la structure qui est investie par les acteurs financiers est en capacité de retourner à l'acteur financier en question pour son investissement. Voilà, j'en ai déjà beaucoup trop dit, donc moi je suis ouvert aux discussions autour de tous ces sujets qui sont passionnants. Merci beaucoup, Patrick. C'était très intéressant. Le timing, je vous rassure, est parfait. Donc, on va pouvoir passer à la partie des questions. C'est l'objectif de ces masterclass, que vous puissiez vous exprimer, poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à nous écrire et les intervenants se feront un plaisir d'y répondre. Voilà, donc je vais prendre dans l'ordre d'arrivée. Et donc, c'est parti pour les questions. Alors, j'ai une première question qui vient d'arriver. Il y en a même plusieurs de la part de Pierre d'Écrevisse. Quelle est la vision de faire vis-à-vis des produits financiers que l'opération milliard devrait développer? Deuxième partie, comment pourrions-nous collectivement réussir la levée de fonds d'1 milliard? Troisième question, quelles sont les étapes clés à mettre en place? Quatrième question, quelle modalité de financement des projets de territoire que l'opération milliard va faire émerger autour des lieux référents? C'est beaucoup d'un coup, je pourrais répéter, Ouais, je vous laisse répondre. c'est bon, j'ai la question sous les yeux. J'ai regardé le chat. Bah, En l'occurrence, parfait. effectivement, il y a beaucoup de questions. Je ne suis pas certain, par contre, d'avoir la réponse à toutes les questions. Donc, je suis très humble par rapport à ça. Donc,
enfin, très clairement, la vision de faire par rapport aux produits financiers que l'opération milliard pourrait développer, en fait, il y a plein de solutions différentes. Alors, il faut juste savoir, et peut-être que c'est le point important, en fait, que les produits d'épargne destinés au grand public, c'est dans notre pays, mais pas que dans notre pays, en fait, en Europe, quelque chose d'extrêmement régulé. Euh, Parce que, en fait, vous ne pouvez pas distribuer des produits d'épargne comme ça en public. Il y a des notions de protection des épargnants qui rentrent en ligne de compte, notamment si vous distribuez ces produits d'épargne au travers d'acteurs financiers, voilà, qui ont un réseau, au travers des banques, par exemple. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de créativité en fait dans l'épargne solidaire, mais dans l'innovation financière en fait chez les acteurs financiers est assez intéressante. Et si on pouvait la mobiliser pour créer des produits financiers qui ont du sens et qui financent la transition juste, moi je trouverais que c'est assez intéressant. Mais il y a plein de supports, hein. Il y a des livrets d'épargne qui peuvent être créés en collaboration avec des banques. Il y a des fonds. Mais là, pour le coup, on arrive dans un sujet qui est très régulé. Il y a ce qu'on fait nous beaucoup, hein, l'ouverture du capital pour une structure donnée auprès du grand public. Mais là aussi, il y a des règles de protection. L'autorité des marchés financiers regarde beaucoup en fait ces sujets-là. Comment vous pourriez collectivement réussir à lever un fonds d'1 milliard? Ben, aujourd'hui, je peux vous prendre un exemple. Aujourd'hui, il existe un fonds d'1 milliard d'euros destiné à financer la transition. C'est un fonds qui est géré par une société de gestion qui s'appelle Mirova, euh, voilà, et qui finance plutôt la création d'emplois en partenariat avec France Active. C'est le premier, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. C'est le premier fonds solidaire qui a été créé en France il y a près de 30 ans maintenant. Et il a mis 30 ans à atteindre 1 milliard d'euros de ressources pour pouvoir continuer à financer. Et c'est le plus gros. Le deuxième, c'est un fonds qui est géré par Amundi, qui est une autre société de gestion et qui se hisse à la deuxième place avec 600 millions d'euros. Donc 1 milliard, c'est une belle ambition. Enfin, franchement, c'est une belle ambition. Mais moi, j'avais compris de ce que et Bastien l'a rappelé en fait dans ses propos introductifs que le milliard en question, c'est pas 1 milliard d'épargne, c'est 1 milliard de ressources financières qui servent à financer la transition. Des étapes clés à mettre en place, bah, en fait, nous, on travaille beaucoup sur les partages de pratiques. On a plein de petits guides, notamment un guide de l'actionnariat solidaire, un guide de comment financer vos projets à impact social, qui sont en accès libre sur notre site web, où on essaye de partager les pratiques entre les différents acteurs qui ont déjà expérimenté ces sujets-là et que vous pouvez télécharger et regarder. Et les financements de projets de territoire. Alors, il y a des expériences intéressantes. Euh, Par exemple, il y a un livret qui a été développé avec le soutien du crédit coopératif par des acteurs locaux dans les Hauts-de-France, qui s'appelle le livret REF3, qui sert à financer la troisième révolution industrielle, donc des acteurs locaux. Il y a des petites sociétés de capital risque aussi régionales qui existent, qui sont très intéressantes et qui peuvent collecter de l'épargne directement sur les territoires. Il y a aussi plein d'acteurs historiques, hein, les cigales qui collectent de l'épargne à petite échelle pour financer des projets de territoire. Donc il y a plein d'expériences qui, depuis près de 30 ans, aujourd'hui, pullulent sur les territoires pour capter de l'épargne privée et la flécher directement vers des projets d'utilité sociale. J'espère avoir pas été très long, trop long. Non, c'était très bien et très clair. On va pouvoir passer à la seconde question. Qui était en tant que territoire, test, l'argent que nous recevrons prendra quelle forme? Des investissements normés par des demandes d'impact, des taux de revenus, etc. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais de ce que je comprends, c'est que si vous captez de l'épargne sur un territoire, vous demandez en fait quel est le réceptacle, si je comprends bien, va prendre cette forme-là, et puis quelles vont être les conditions qui vont vous être proposées par les acteurs qui collecteront pour vous. Euh,
Bon, il y a plein il y a plein de produits différents, donc en fait, c'est difficile de faire une généralité. Moi, ce que je constate, c'est que, en fait, les financeurs solidaires aujourd'hui, donc je mets de côté, en fait, toutes les banques qui distribuent des livrets d'épargne, euh, où, pour le coup, la rentabilité proposée à l'épargnant est une rentabilité faible, mais c'est intéressant parce que, du coup, l'argent et la ressource collectée n'est pas très cher et donc peut être investi à coût modéré, j'allais dire, auprès de structures du territoire. Donc, quand on est sur des livrets, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ils ne rapportent pas beaucoup à l'épargnant, mais les épargnants veulent quand même un peu de rendement. Donc, ça, c'est des trade-offs à faire. Et par contre, les financements sont peu onéreux pour les structures qui les demanderaient. Par contre, dès que vous touchez à des fonds d'investissement, en l'occurrence, qui sont gérés soit par des sociétés de gestion, soit des fonds d'investissement classiques. Là, vous avez tout un mécanisme de régulation qui est mis en place. Ce sont des produits qui sont très régulés. Et là, généralement, en fait, les taux négociés sont un peu, et les contreparties sont un peu plus contraignantes, j'allais dire, pour les territoires ou les acteurs qui bénéficient de ces fonds-là. Très bien, merci beaucoup. J'ai une main levée de Bastien, donc je vais lui donner la parole et juste après, on prend la question de Damien. Oui, merci Pierre. Euh, Simplement pour préciser sur cette question, sur finalement la forme du fond. Euh, 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 ce que nous avons, la vigilance que nous avons eue, c'est que la méthode de formulation de cette forme soit une méthode démocratique et ouverte aux besoins des acteurs qui lui sont destinés. Et rien que dans cette méthode se situe une forme d'innovation. Donc, pour le dire de façon concrète, aujourd'hui, personne autour de cette table n'est capable de dire précisément comment est-ce que l'argent collecté par le milliard sera investi sur les territoires. Par contre, nous avons mandaté une société dont la spécialité est le conseil financier, qui est Amadeus, et au sein d'Amadeus, quelqu'un que sans doute vous connaissez pour certains d'entre vous, qui est Pierre Valentin, qui a longuement travaillé au Crédit Coopératif, pour nous dessiner une architecture financière. Mais dans la façon dont nous avons drivé cette mission, l'ensemble des consultations que nous avons menées depuis maintenant presque 18 mois, le grand recueil que nous avons conduit et qui nous a amené à discuter avec plus de 500 organisations sur leurs besoins spécifiques de financement. Les lieux, on a fait des travaux avec une douzaine de lieux pilotes, de tiers-lieux, pour savoir comment ils pouvaient agir sur les territoires. L'ensemble de ces informations doivent contraindre, je le dis sans état d'âme, l'architecture financière. Et donc, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, vous donner le résultat de ce travail. Je peux, par contre, en tant que représentant de la gouvernance du milliard, vous garantir une méthode et un processus pour arriver à une forme d'architecture qui réponde avant tout aux besoins des acteurs de terrain, tout en ayant, et Patrick l'a bien rappelé, mais de nombreux acteurs du milliard ils travaillent de façon très sérieuse, tout en ayant une prise en compte des contraintes réglementaires et légales qui s'appliquent au système financier, qui soit la plus conséquente. Nous sommes des gens d'entreprise, de coopératives, d'associations, nous sommes des gens sérieux dans notre gestion de l'argent, et donc nous sommes capables de comprendre ces contraintes des financeurs. Néanmoins, nous voulons une discussion sérieuse entre nos besoins et les formes d'accès à ces capitaux. Voilà. Plus sur la Merci. méthode que sur le fond de la réponse. Pardon, mais c'est important quand même. Merci. Important. Ben, merci beaucoup pour ces précisions. C'est ce que j'allais dire. On va passer à une question de Damien pour Patrick et ensuite il y aura une autre question pour le milliard. Donc la question était comment travaillez-vous avec les banques ou les gestionnaires de patrimoine sur la connaissance du label et la disponibilité de produits labellisés? Ça, c'est un sujet très régulier, mais qui ressort aussi dans votre enquête.
c'est que, en gros, et je suis très humble pour ça, c'est que, en fait, c'est les produits d'épargne solidaire, mais même les produits d'investissement responsable. Donc, quand dessus, c'est des sociétés cotées, en fait, sont peu proposés par les conseillers commerciaux des banques. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis 30 ans, sur lequel nous, on est en train de travailler, notamment sur le plan de la formation. Mais étant donné que nous sommes quand même dans une finance de niche, c'est pas un gros mot que de dire ça, hein, c'est de la finance de niche. Alors évidemment, le changement d'échelle, la transition juste, il faut que ça prenne de l'ampleur, mais par rapport aux 6 000 milliards d'euros qui sont investis, on ne sait où, nous c'est 30 milliards, vous voyez, on est très humble par rapport à ça, on reste une finance de niche, et donc les produits financiers, quand ils sont distribués par des réseaux ou connus des gestionnaires de patrimoine, ils sont généralement peu proposés. Et donc là, il y a un vrai sujet à creuser sur la formation des conseillers commerciaux pour mieux les proposer. Alors, en ce qui concerne le label, là aussi, c'est un petit label, hein, le label qu'on gère, le label Finansol. Là aussi, je suis très humble. Si vous regardez un petit peu les encours des deux autres labels de finances durables, le label ISR, qui est le label généraliste, qui vient de faire l'objet d'une refonte de son référentiel, c'est à peu près 800 milliards de fonds qui sont labellisés. Et le label Greenfin, qui est le label vert, ces deux premiers labels étant gérés par Bercy, c'est 40-50 milliards et nous, on est à 30 milliards. Donc, vous voyez, les sommes en jeu n'ont rien de comparable avec patrimoine des prochains. Mais ce qui me fait toujours dire, c'est qu'on a une marge de progression énorme. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs. C'est-à-dire que les encours, en fait, les épargnants qui flèchent leur argent vers leur épargne, chaque année, augmentent. C'est une croissance à deux chiffres. On est entre 15 et 25% de croissance des encours chaque année. Et ça, c'est quand même intéressant à remarquer, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent, bah, en fait, mon argent, il me sert aussi à voter, entre guillemets, et donc je le mets sur des produits financiers qui servent mes valeurs. Voilà. Parfait, merci. On va alterner avec une question pour le milliard. Ne faudrait-il pas s'appuyer sur un gestionnaire déjà existant, entre parenthèses, l'ITA, Fitrust, etc., pour développer le fonds Opération Milliard? Alors, si vous m'entendez, ouais, Bastien, si tu veux répondre, mais euh, sinon, ça rebondit sur ce qu'a dit Bastien tout à l'heure, que c'est en construction. Mais déjà, il y a une forme de certitude, c'est que ça va pas être un fonds, ça va être des fonds, et qu'il y en a il y en a certains dans les discussions qu'on est en train de voir où effectivement, on passera par des partenariats, des sociétés de gestion, et tout ça est sur la table. Mais on l'a dit tout à l'heure, et puis Patrick l'a rappelé, l'objectif, c'est pas d'avoir seulement un fonds sur 1 milliard pour les épargnants, c'est un ensemble de fonds qui peuvent adresser les besoins d'un ensemble de types d'organisations et d'un ensemble de financeurs. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Bastien. Ça a l'air bon de ce que je vois. Donc, on va continuer avec une question de Biran. Que pouvez-vous nous dire sur les liens entre rentabilité, risque et impact? Alors, pour le coup, il y a plein de choses sur cette question-là. Euh, En fait, les financiers raisonnent toujours avec le diptyque rendement-risque. Plus on prend de risques, plus le potentiel de rendement est élevé. Et dans la structuration aujourd'hui des produits d'épargne solidaires, mais aussi la manière dont réfléchissent des fonds d'investissement, par exemple, ou des sociétés de gestion, on est aujourd'hui sur un triptyque et non plus sur un diptyque qui est le triptyque rendement, risque, impact. Euh, Ça veut dire une chose très simple, c'est que aujourd'hui vous avez beaucoup de sociétés d'acteurs financiers en fait qui intègrent la question de l'impact dans la proposition qu'ils font à leurs épargnants. Alors, faire, juste pour revenir à ça,
on regroupe essentiellement des acteurs qui ont privilégié l'impact par rapport à la rentabilité financière. C'est dans nos statuts. Donc ça, c'est très important. Il existe plusieurs, j'allais dire, plusieurs écoles en matière de finance à impact d'une manière générale, puisque la finance solidaire, je le rappelle aussi, désolé, je fais j'ai l'esprit d'escalier parfois, je fais des petites discrétions. La finance solidaire, c'est quelque chose qu'on ne trouve qu'en France. Hein. Vous n'allez pas trouver, en fait, une finance qui s'appuie sur les particuliers qui financent des projets d'utilité sociale de manière aussi développée dans d'autres pays. Les autres pays parlent plutôt de finance à impact. Alors, ça y ressemble beaucoup. C'est pas exactement la même chose. Mais c'est quand même un concept et une méthode et une pratique qui reste très franco-française, mais que beaucoup de pays nous envient, en l'occurrence. Donc, je disais que le triptyque rendement, risque, impact est quand même intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs et d'épargnants qui prennent vraiment en compte cette question de l'impact. Avec le biais qui était aussi mentionné, je crois, dans une des slides, c'est qu'il ne faut pas construire des usines à gaz. C'est-à-dire que les preuves d'impact sont par contre importantes. D'ailleurs, si vous vous référez au label Finansol, il a fait sa mue en 2022 ou 2023, je ne sais plus, je ne me souviens plus des dates, mais avant, pour être considéré comme pouvant être éligible au label Finansol, notamment quand une structure de l'ESS, par exemple, faisait labelliser ses parts sociales ou ses actions pour les distribuer ou pour en gros, en faisant appel à l'épargne privée. En fait, souvent, le critère pour le label, c'était il suffit d'être de l'ESS. Je force et je grossis le trait à dessein. Mais là, avec les nouvelles pratiques, on est passé sur une étape d'après en disant il faut être de l'ESS, puisque en fait, c'est l'agrément ESUS, hein, pour ceux qui le connaissent, qui est le sésame de la finance solidaire. Ça, c'est important. Par contre, il faut apporter des preuves d'impact. Voilà. Ou en tout cas, avoir construit une méthodologie pour pouvoir le mesurer. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui tend à dire que la prise en compte de l'impact dans le choix d'investissement dépasse maintenant le simple diptyque rendement-risque et s'ajoute au choix des épargnants et des investisseurs pour décider d'investir dans telle ou telle structure. Merci Patrick pour cette réponse. Est-ce qu'on a une main levée de Bastien? Oui, j'ai une main levée. Excusez-moi. Mais parce que, en fait, cette question est principale. La question, d'abord, il faut bien comprendre que l'articulation entre risque et rentabilité est au cœur du métier de la finance. Au cœur du métier de la finance depuis tout temps. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la crise écologique? Avec la crise sociale? Donc, sincèrement, à l'heure où nous nous parlons, aucun mot n'est assez fort pour décrire l'ampleur. Je veux rappeler qu'aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump vient de reprendre le pouvoir après avoir marché sur le Capitole. Que l'ensemble des données que nous avons sur l'extinction des espèces et de la biodiversité, la transformation climatique, etc., sont sans appel. Ceci fait bouger la question du risque. Le risque pour l'économie n'est plus ce qu'il était par le passé. Le risque pour l'économie est principalement le risque climatique et, je l'ajoute, le risque démocratique. Ce risque est directement lié à une question d'arbitrage dans la répartition des richesses produites. La mauvaise répartition des richesses produites conduit à la crise démocratique. L'extraction des richesses écologiques et sociales pour les transformer en richesses financières et économiques conduisent à la crise écologique. Quand je dis ça, vous sentez l'élan qui m'anime, puisque c'est au fond de ce que nous disons, Mia, c'est-à-dire que nous disons que le risque ayant évolué très fondamentalement, la question de la rentabilité financière et de l'affectation des capitaux doit bouger aussi radicalement.
Figurez-vous que nous étions quelques illuminés il y a quelque temps, mais qu'il se trouve que pas plus tard qu'avant-hier, le ministre de l'économie, Éric Lombard, anciennement directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, dont on ne peut pas douter du sérieux de l'analyse économique et microéconomique, hein, puisqu'il finance des entreprises, disait sur l'antenne de BFM TV que la rentabilité des entreprises allait nécessairement diminuer du fait de la crise écologique. Il faut quand même souligner le courage de cette parole d'un ministre de l'économie, qui plus est d'un gouvernement de droite. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nécessairement, la rentabilité financière doit baisser. Il n'est pas possible de nous dire que les entreprises vont réduire leur rentabilité sans que les conditions d'accès aux capitaux, que ce soit en rémunération de la dette ou que ce soit en rémunération du capital, ne diminuent pas également. Donc cela doit conduire la finance, le monde financier, à revoir ses exigences et à ne pas le faire qu'en surface, c'est-à-dire, si je dois le dire de façon un tout petit peu vulgaire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir la transition écologique à des taux d'intérêt et à des exigences de rentabilité du capital, taux d'intérêt sur la dette et rentabilité du capital, qui soient équivalentes à ce qu'elles furent hier. Et c'est là que la finance solidaire a une place particulière à jouer, parce qu'elle est, bien qu'elle soit très réduite aujourd'hui, mais elle est au carrefour de ces discussions-là. Voilà, donc je voulais quand même revenir là-dessus, parce que c'est le cœur de ce que nous essayons de conduire ensemble, en tant que citoyens, citoyennes économiques, c'est de dire le risque a changé de forme, et donc la question de la rentabilité et des exigences qui sont liées à l'accès aux capitaux doivent nécessairement bouger, et nous ne voulons plus entendre, nous sommes des acteurs financiers qui œuvrons pour la transition écologique et sociale, et voir des conditions d'accès aux capitaux qui sont les mêmes que celles d'hier. Parce que ceci est un mensonge. Y compris pour la Caisse des dépôts, cher Bastien, je me permets. Hein, enfin, j'ai vu de ton petit post sur les LinkedIn là, concernant l'intervention d'Éric Lombard, mais il faut savoir quand même que la Caisse des dépôts, qui depuis 30 ans hein, accompagne notre association, c'est un membre fondateur, elle est elle-même investisseur, mais dans des conditions qui sont parfois plus élevées que le secteur privé. Donc juste ça, il faut aussi le savoir, il faut en avoir conscience. C'est qu'un acteur comme la Caisse des dépôts, et j'ai beaucoup de respect hein, pour le travail de la Caisse et de la Banque des Territoires, aujourd'hui, la question du return, du rendement financier, en fait, dans les investissements qu'ils font, y compris auprès de structures de l'économie sociale et solidaire, est une question cruciale. Et c'est pas la Caisse qui aujourd'hui a les taux d'intervention qui sont les plus bas. Et pour moi, c'est un problème pour un acteur d'utilité publique. Merci beaucoup, messieurs, Je pour partage. Oui, allez-y, bien sûr. De toute façon, hein, on va devoir bientôt clôturer, donc je vais prendre les dernières questions. Bien sûr, on répondra aux questions qui sont posées dans le chat d'une façon ou d'une autre. J'ai la question d'Isabelle à Patrick Sapie. Que pensez-vous de la demande des épargnants de participation à la gouvernance? Est-ce que ça existe déjà pour certains fonds? Alors, la question d'Isabelle est très intéressante parce que je vois aussi dans le chat que mon ami Benoît Granger n'a pas tardé effectivement à mentionner le label CES, évidemment, qui est un des autres labels en fait d'épargne salariale qui est reconnu par la loi. Et en fait, la gouvernance de ce label et donc des fonds d'épargne salariale est intéressante puisque vous savez que ce sont les syndicats en gros, qui ont créé ce comité intersyndical de l'épargne salariale et sont dans la gouvernance des fonds. Donc, ils font peser en fait les desiderata des catégories de salariés qu'ils défendent dans la stratégie et les théories d'investissement des fonds solidaires. Benoît, on pourra en parler des heures, mais c'est effectivement un exemple intéressant, comme quoi la société civile, en l'occurrence, sur un domaine bien particulier qui est celui de l'épargne salariale, donc co-gère avec les sociétés de gestion et les entreprises la manière
dont les fonds sont investis. C'est quelque chose dont on devrait, à mon avis, s'inspirer pour l'opération Milliard. Et bien sûr, ces sages paroles, merci beaucoup. Je tenais à vous remercier toutes et tous pour la qualité des interventions et des échanges. On se dit à la prochaine masterclass, la numéro 7. On vous tient bien sûr informé de la suite de l'agenda. Merci à toutes et à tous. Bonne Et un soirée. grand merci à Biran, Pierre et Blaise, tous les trois, qui tiennent ces masterclass. Comme on l'a dit, on est à la numéro 6, avec toujours du contenu de qualité. C'est beaucoup de travail d'organiser ça. Ils sont toujours là au rendez-vous. Donc, merci à vous trois.